C'est maintenant officiel, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine, il a lui-même annoncé son départ en conférence de presse aux côtés de Longoria et Ribalta. La question qui se pose maintenant, c'est qui va lui succéder sur le banc de l'Olympique de Marseille. Dans cette vidéo en deux parties, on parlera dans un premier temps du départ d'Igor Tudor, avant de faire une petite shortlist sur son potentiel successeur. De votre côté, quel entraîneur vous voulez voir sur le banc de l'OM la saison prochaine? J'attends vos suggestions et vos avis sur les miennes dans les commentaires. On commence tout de suite par un focus sur le départ d'Igor Tudor. Alors c'était la tendance depuis plusieurs jours, comme l'expliquaient plusieurs médias français, et c'est maintenant officiellement confirmé, il ne sera plus là la saison prochaine. Pendant la conférence de presse de jeudi après-midi, Longoria a dit qu'ils avaient respecté son choix en le remerciant pour le travail réalisé cette saison, notamment en inculquant les valeurs du travail, de l'exigence et de la rigueur à l'effectif. Il considère que Tudor a posé les bases à ce niveau-là et on imagine que le prochain coach sera plus ou moins dans la même veine que lui pour ne pas tout recommencer à zéro. Concernant l'instabilité, il explique que c'est la tendance dans le foot moderne et qu'il faut maintenant prendre des décisions en toute transparence. Alors maintenant, par rapport à la transparence d'ailleurs, Tudor ne s'est pas vraiment expliqué clairement sur son départ, mis à part sur le fait que c'est très éreintant d'être à la tête d'un club comme le nôtre, que selon lui, c'était le bon moment pour partir et qu'il y réfléchissait déjà depuis quelques temps maintenant. Il a aussi dit que c'était une bonne expérience pour lui, qu'il avait vécu de très bonnes choses mais aussi des beaucoup moins bonnes, en défendant comme toujours son bilan, le jeu qu'il a proposé et la culture du travail qu'il a voulu inculquer à l'équipe. De son côté, Rongier a eu l'occasion de s'exprimer en remerciant le coach pour l'avoir fait grandir en tant que joueur, d'avoir apporté cette culture du travail et de l'effort, mais aussi en concédant que Tudor n'avait pas été reconnu à sa juste valeur, en précisant quand même qu'il n'était pas fermé à la discussion comme on pouvait le penser. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de changer d'entraîneur? C'est toujours sujet à débat d'après moi parce qu'on parlait de ce besoin de continuité. Seulement, comme avec Sampaoli, c'est le coach qui a décidé de partir et dans ce cas-là, tu peux essayer de le retenir mais ça sert à rien. Apparemment c'est une démission, ça suppose qu'il ne prendra pas d'indemnité de départ et c'est très bien d'un point de vue financier. Pour revenir à sa saison marseillaise, son bilan comptable est très bon, le jeu proposé a souvent été intéressant et on est loin d'une saison catastrophique comme on a parfois pu le lire. Il y a eu du positif mais qui malheureusement passe au second plan au vu des très grosses déceptions. On pense à la LDC où on passe tout proche des 8e avant de tout perdre, la Coupe de France et cette élimination honteuse contre Annecy et évidemment le sprint final où on termine 3e sans briller, ainsi que le bilan au Vélodrome qui est très décevant au regard de l'ambiance extraordinaire qui y règne. Pour vous donner mon avis et pour être très honnête, je suis pas déçu du tout du départ de Tudor. Depuis quelques semaines maintenant, j'étais de plus en plus mitigé à l'idée de le garder une saison de plus, notamment parce que je trouvais que ses déclarations manquaient de lucidité, que son coaching était souvent trop tardif et parce que j'avais de gros doutes sur l'aspect gestion de l'effectif. Comme je le disais dans une vidéo dédiée il y a quelques jours, je pense qu'à terme il aurait fini par perdre l'adhésion de son groupe et ça c'est un gros risque à l'aube d'une nouvelle saison. Après c'est aussi important de rappeler qu'il faut pas le juger non plus comme s'il avait fini 6 ou 7ème. Une place sur le podium, on n'aurait pas forcément misé là-dessus au lendemain du match contre Milan. Ce climat hostile et les différentes réactions au fil de la saison ont certainement joué un rôle dans son départ et je pense que ça se serait pas amélioré au fil du temps parce qu'on n'a pas oublié l'épisode d'Annecy qui a laissé beaucoup de traces et les matchs clés où on est passé à côté quand bien même on peut pas tout mettre sur le dos du coach. On a aussi appris une information étonnante parce qu'apparemment il vivait à la commanderie depuis son arrivée, il n'avait pas pris de maison et sa famille ne l'avait apparemment pas rejoint donc ça devait quand même être compliqué pour lui d'un point de vue personnel et ça montre aussi qu'il n'avait pas forcément envie de s'inscrire dans la durée. Pour revenir à son départ, ça me gêne pas vraiment, j'étais beaucoup plus déçu au moment du départ de Sampaoli si on compare les deux situations. Après comme on dit toujours, on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on retrouve, mais je fais confiance au tandem Longoria-Ribalta pour trouver un entraîneur qui, je l'espère, saura s'inscrire sur la durée, au moins un minimum. Reste à savoir maintenant si c'est possible dans le contexte marseillais où on perd vite patience. Maintenant qu'on est revenu là-dessus, la vraie question qui se pose c'est l'identité de son successeur. Ribalta a expliqué que le choix n'était pas encore arrêté, mais on imagine qu'il y aura une volonté de boucler l'arrivée du coach rapidement pour pouvoir commencer à bosser ensemble sur le mercato et se préparer pour la prochaine saison. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques noms qui pourraient coller avec ce qu'on recherche en essayant de rester dans la limite du raisonnable, même si en fin de vidéo, je commenterai aussi des noms qui sont souvent cités, mais qui me paraissent assez peu réalisables.
Le premier nom que je vais citer, c'est celui d'Ivan Juric, qui entraîne actuellement du côté du Torino, avec qui il a encore un an de contrat. Un choix qui permettrait de rester sur le 3-4-2-1 qui a été installé par Tudor cette saison, même si ce sera pas au goût de tout le monde. Un entraîneur inspiré par Gasperini et qui avait posé les bases de l'Hellas Vérone de Tudor. Juric aime que son équipe presse dans la partie de terrain adverse. Il met en place un marquage individuel, un jeu vertical avec des attaques rapides à la perte de balle. Il aime aussi avoir des milieux au profil box-to-box qui n'hésitent pas à se porter à l'attaque, sans pour autant délaisser l'aspect défensif. En tout cas, si Juric était le choix de la direction, on serait plus ou moins dans le même style que Tudor, avec quelques subtilités qui diffèrent, mais toujours avec l'ambition d'avoir des joueurs athlétiques, pas avares en effort et qui savent dépasser leurs fonctions. Il lui reste encore un an de contrat au Torino, à voir si on peut aller le chercher, mais si on veut rester dans une certaine continuité, c'est un choix assez intelligent, mais que vous trouverez peut-être pas forcément hyper séduisant par rapport à d'autres noms de la shortlist. Deuxième nom de cette shortlist, celui de Marcelo Gallardo, qui est libre de tout contrat depuis son départ de River Plate. Sur le schéma qu'il utilise, ça varie un petit peu entre le 4-4-2, un 4-3-3 offensif ou un 4-1-3-2. Il aime proposer un jeu très agressif, très intense avec du mouvement pour déstabiliser l'adversaire. On parlait des dispositifs entre guillemets préférentiels, mais il a aussi une faculté d'adaptation. Il est aussi bien capable de jouer à 4 derrière que de passer à 3 centraux. Quoi qu'il en soit, il demande à ses pistons ou à ses latéraux au choix d'être impactants offensivement. Le style de jeu est très offensif et autre élément important, il est capable de faire confiance aux jeunes, ce qui serait pas négligeable du tout au vu de notre projet de post-formation. En étant libre de tout contrat, ça permet d'envisager plus facilement une arrivée. Il a aussi passé 5 saisons en France en tant que joueur et c'est aussi à prendre en compte. Autre coach qui est intéressant, Abel Ferreira, qui est actuellement du côté de Palmeiras et qui fait partie de la shortlist du PSG pour préparer l'après-Galtier. Sur son style de jeu, c'est un peu plus pragmatique, peut-être un petit peu moins flamboyant que les coachs que j'ai cités un peu plus tôt, mais qui va tenter de faire déjouer l'adversaire et de se projeter au bon moment. Son dispositif favori, c'est le 4-2-3-1 qu'il utilise quasiment toujours avec Palmeiras, un club avec qui il a connu le succès avec 2 Copa Libertadores, une Coupe du Brésil, un championnat du Brésil et aussi la Super Coupe du Brésil qu'il a gagné en 2023. Scolari va même jusqu'à dire que c'est le meilleur coach de l'histoire de Palmeiras, et quand c'est un coach de ce standing qu'il dit, ça donne un peu plus de crédibilité aux propos et ça fait forcément plaisir aux concernés. En tout cas, son club ne voudra pas le lâcher si facilement, il pousse même vers une prolongation, mais ça fait partie des coachs qui sont capables d'obtenir des résultats et qui pourraient être intéressants pour notre projet. Il y a aussi le nom de Paulo Fonseca qui a circulé et clairement ça me plairait beaucoup. Il prône un football offensif avec la volonté d'avoir la possession et d'être constamment à l'initiative en prenant des risques dans le jeu vers l'avant et en mettant en place un pressing pour récupérer haut. À Lille, il fait jouer son équipe en 4-2-3-1 sans jamais renier ses principes de jeu, avec des joueurs de couloir qui incarnent une menace offensive permanente pour ouvrir les espaces, avec un double pivot bon à la récupération et qui attire les joueurs adverses, avec un attaquant point de fixation. En mars, il expliquait vouloir rester au LOSC la saison prochaine. La donne peut changer avec l'intérêt de l'OM, sachant qu'il voudra améliorer son effectif, et faut qu'il soit raccord avec ce que sa direction pourra lui offrir. En tout cas, il lui reste un an de contrat à Lille, et à voir s'il peut être intéressé par notre projet. Il y a aussi l'opportunité de profiter du potentiel départ de Sergio Conceição qui avait des désaccords avec sa direction à Porto sur le mercato notamment. Depuis son arrivée à Porto en 2017, il a vraiment un très bon bilan, 238 victoires pour 44 nuls et 44 défaites avec 3 titres de champion, 2 coupes du Portugal, 1 coupe de la Ligue et 3 super coupes du Portugal. Il a aussi l'avantage de connaître un peu la Ligue 1 pour avoir entraîné Nantes il y a quelques temps avant de rejoindre Porto quelques jours après son départ. Sur le dispositif, il aime le 4-4-2 avec un double pivot ou alors le 4-2-3-1. Il veut que son équipe mette de l'intensité, qu'elle ait une dimension physique mais aussi technique importante, un football de possession qui peut donner lieu à des possessions un peu stériles face à des blocs bas parfois. À côté de ça, il sait être pragmatique pour punir l'adversaire et se porter à l'offensive au bon moment. Il a aussi eu l'occasion de diriger plus de 40 matchs en Ligue des Champions et c'est aussi important pour la saison prochaine. Un profil intéressant qui est toujours sous contrat avec Porto jusqu'en 2024 mais qui ne fermait pas la porte à un départ il y a encore peu de temps. Vincenzo Italiano est aussi un profil très séduisant pour succéder à Tudor. Foot Mercato le citait d'ailleurs parmi les candidats potentiels dans son article de jeudi. Un entraîneur qui aime voir son équipe à l'initiative dans le jeu offensif,
avec un jeu séduisant et la volonté d'avoir la possession et d'imposer son jeu. Sur le dispositif, il alterne entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3. La Fiorentina ne le lâchera pas si facilement et pour évoquer son avenir, faudra probablement attendre la fin de la saison, sachant qu'il va prendre part à une finale de Conference League contre West Ham. Il y a un autre nom qui revient beaucoup ces derniers temps, notamment par rapport à sa proximité avec Longoria, c'est Marcelino, un coach renommé pour être exigeant, pour être capable de tirer le meilleur de son groupe. Sur le style de jeu, il sait s'adapter à son adversaire, il aime que son équipe ait la possession et qu'elle mette en place un pressing agressif pour récupérer le ballon haut et mettre en place des phases de transition rapide. Un jeu offensif qui colle à la devise du club, un coach qui sait faire face aux situations compliquées en étant toujours très calme et qui a très probablement les épaules pour être sur le banc de l'OM. J'ajouterais aussi qu'il est capable de faire confiance aux jeunes et encore une fois, c'est hyper important. Si on veut rester sur un système articulé en 3-4-2-1, on pense tout de suite à Gianluca Gasperini, qui met en place un jeu offensif avec des transitions rapides, des joueurs de couloir très impactants et qui ont des statistiques. Il s'appuie aussi sur un double pivot avec des joueurs box-to-box pour impacter défensivement, mais aussi pour impacter devant. Chaque joueur doit être capable de compenser les déplacements d'un autre et la polyvalence est mise au cœur du projet de jeu. Il lui reste un an de contrat à l'Atalanta et ce sera pas forcément simple d'aller le déloger de son poste, mais ça aurait beaucoup de sens. Parmi les noms qui sont souvent cités mais que je trouve peu probables, on entend celui de Roberto De Zerbi qui était déjà ciblé l'an dernier, mais je le vois quand même mal quitter Brighton même si tout peut arriver dans le football. L'autre nom qui est souvent cité c'est celui de Zinedine Zidane qui fait rêver ne serait-ce que par sa stature dans le monde du foot, par son énorme palmarès et qu'on aimerait tous voir sur le banc de l'OM, lui le Marseillais de naissance. Seulement il y a un obstacle majeur, son salaire était estimé à 12 millions d'euros par saison au moment de son retour au Real. C'est quasiment impossible pour nous de s'aligner dessus et même si on aimerait vraiment beaucoup qu'il vienne, ça semble être surtout de l'ordre du fantasme. On a aussi entendu le nom de Franck Hez qui a lui aussi proposé un jeu très séduisant cette saison, qui a su mettre une certaine cohérence dans son équipe, mais que je vois mal quitter Lens alors qu'il peut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais rien n'est impossible parce qu'ils vont discuter prochainement pour évoquer la suite. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné quelques idées pour notre prochain coach, même si j'imagine que comme toujours, Longoria optera probablement pour un entraîneur qu'on n'a pas vu venir. On devrait en savoir plus très rapidement. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez coach dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.